Greetings from Sri Lanka. Yeah, Roger Ronaldo with the remix. Oh, you haters out there, y'all better run. Drop the beat, man. Et déjà nous voilà à Negombo, village de pêcheurs animé, cerné par une lagune et la mer. Le retour de la pêche offre un beau spectacle. La vente à la criée et le marché aux poissons sont une expérience glissante et très odorante. Ah, les requins, c'est des requins. Ils enlèvent les ailerons. Ah, pour les ailerons. On va le marché au détail. Particularité de la ville, 90% de catholiques. Sur la plage, les femmes et les enfants préparent le salage et le séchage du poisson au soleil. Premier contact avec l'océan Indien. Avec Colombo dans le fond. C'est Colombo là? Oui. Ici, plus que partout ailleurs au Sri Lanka, les Hollandais exprimèrent leur intérêt pour les canaux. Ceux-ci partent de Negombo jusqu'à Colombo au sud et Putalan au nord, couvrant au total plus de 120 km. Ce canal longe le littoral et pénètre dans les cocoteraies. Et dès le premier jour, nous aurons droit à notre première pluie tropicale. Et évidemment, le bateau n'est pas couvert. Allez, après la pluie tropicale.
Au détour d'une végétation luxuriante, on rencontre de bien curieux varans qui n'inspirent pas la sympathie. Oh là là. Départ vers le centre de l'île par une belle route qui traverse de magnifiques paysages. Les feuilles, c'est la poussée, on peut utiliser pour les replanter. Ah oui, ça C'est la fleur, oui, c'est la... Pourquoi il est carrément dessus la... C'est pas vrai. Voilà, c'est le film qui passe au pas de... Nous voilà sur le site antique de Yapa-Uva, éphémère capitale de l'île dont les ruines remontent au XIIIe siècle. En s'avançant, on découvre un escalier monumental de près de 100 mètres de hauteur, constitué d'énormes blocs de pierre qui témoignent du fait qu'un important édifice religieux fut aménagé ici à l'ombre du rocher. Le sanctuaire abritait autrefois la fameuse dent du Bouddha, relique la plus sacrée du pays, que l'on verra un peu plus tard à Kandy. Une fois au sommet, on peut admirer un immense panorama de verdure et de collines à perte de vue. Enfin, le petit musée local, de style kandien, cache l'entrée d'une chapelle creusée dans un rocher et décorée de fresques très anciennes et particulièrement bien conservées. Tiens, en voilà une idée pour le réveillon. 10 €, pas cher? Voilà, c'est l'heure de notre douche quotidienne. Mais Sri Lanka, l'école, il commence le matin à 7h30 jusqu'à 13h30. L'après-midi, il est libre. Regardez, c'est là, les étudiants, ils traversent. Les filles habillées pareil. Ouais. C'est la sortie de l'école. Voilà, la fille, et après, voilà, les garçons, voilà. La mousson, les travaux rendent la circulation difficile.
Et nous voilà dans la prestigieuse cité d'Anuradhapura, qui fut une des premières capitales du Sri Lanka à partir du IIIe siècle avant Jésus-Christ, et ce pour une période couvrant près de 1200 ans. C'est de là qu'on aperçoit les majestueux stupas. On y découvre un des plus vieux arbres du monde. Il s'agit d'un Ficus religiosa planté il y a environ 2300 ans. C'est un rejeton de l'arbre sous lequel Bouddha lui-même parvint à l'illumination vers l'an 500 avant Jésus-Christ en Inde du Nord. Si l'arbre d'origine est mort depuis longtemps, la bouture apportée dans l'île de Sri Lanka, qui venait de se convertir au bouddhisme, prit racine et affiche encore une belle santé malgré son âge vénérable. On vient de toute l'Asie pour prier sous ses branches et apporter des offrandes à cette relique particulièrement vénérée, protégée par une palissade aux barreaux d'or. Au centre du site archéologique, le grand stupa Ruvan Velisaya. On reste confondu par les proportions gigantesques de cette construction qui se dresse sur une terrasse soutenue par des éléphants sculptés. À proximité du stupa, on peut voir les ruines du fameux palais de bronze réputé à l'époque comme l'une des constructions les plus somptueuses de la capitale. Tôt ce matin, nous allons terminer la visite du parc archéologique. Il a plu toute la nuit, la route en garde les traces et le brushing de ces dames s'affole un peu. C'est vrai que les cheveux sont pas comme aujourd'hui. Ce temple est un sanctuaire rupestre du IIIe siècle avant Jésus-Christ. Il s'agit du plus vieux temple bouddhiste du Sri Lanka. Un beau Bouddha, assis, taillé à même la roche, contemple sagement ses visiteurs. À l'intérieur, un moderne Bouddha couché se prélasse dans un petit temple. À l'extérieur, une sorte de renfoncement étroit sert de logis à des centaines de chauves-souris. Oh. Un dernier coup d'œil au Jetavana Stupa et nous partons en direction de Sigiriya. Cette journée sera consacrée à l'écotourisme, une façon de faire profiter directement quelques Singhalais ruraux des roupies des touristes. Alors cette journée écotourisme va commencer par un déjeuner chez l'habitant. Bon, aujourd'hui on mangera pas dehors.
Alors notre hôtesse va nous confectionner un curry de légumes. Voilà. Regardez ça à l'intérieur, il n'y a pas beaucoup les œufs, il n'est pas liquide. Regardez ça ici, le petit pic est là. Avec ça, on peut râper. On peut râper. Pas plus vite, s'il vous plaît. Hein. Ouais. On a faim. C'est pas des gros morceaux, c'est pas terrible. Hein. Non, c'est pas terrible. On va creuser la salle. On va creuser la salle. Allez, Marina. Il y a un souci, vous avez les doigts. Voilà, Ça n'a pas fini. c'est Il met les râpés de noix de coco. Voilà, il met les lots, le jus avec les lots. Et après, avec les mains, avec les doigts, pression. Et on récupère du lait de noix de coco. Mais voilà, avec les doigts. Il met les piments. Oui. Encore un autre. Oui. Voilà, un peu plus magnifique. Et cannelle. Et après, cardamome, oignon, les l'ail, les cannelles et les cardamome. Légumes, les safrans. C'est là les poudres de curry. Il y a cannelle, cardamome, coriandre, le cumin. C'est comme ça, il y a 5 épices, les tomates, les légumes. Il n'y a plus de temps, il faut faire. Du lait de noix de coco, il reste 10 minutes. Et après, Moi, c'est pas le bœuf. Il n'y a plus qu'à amener l'apéritif. il n'y a plus qu'à. Il y a une laguiole. Les enfants partent un peu dans la bouche. Ah, si les petits enfants nous voyaient manger avec les doigts. Nous voilà maintenant partis pour un pseudo-safari à dos d'éléphant. Bon, on dira que c'est pour la bonne cause. Il est beau l'autre. Ça fait du bien et ça soulage, et je peux vous dire qu'il y a du débit. Ah, ça, il y a du débit. Ah, j'aurais dit. Ah. Un peu plus fou. Il est pas fou, il a pas envie d'aller là-dedans, hein, lui. Allez mon père, sois gentil avec nous. Hein. Ouais, d'accord. Allez, va. Allez, va. Regarde là, regarde là. Pareil pour toi. De retour de cette promenade, nous sommes conviés à participer à une autre balade, en char à bœufs cette fois. Au rythme paisible des bœufs, on emprunte des petits chemins qui vont s'enfoncer dans la campagne pour aller retrouver le plan d'eau.
Alors c'est dans cet équipage que l'on gagne les rives du lac pour embarquer sur une pirogue. De ce plan d'eau paisible, nous apercevons la destination de demain, le Rocher du Lion. Oui, c'est ça. Et donc à droite, le Rocher du Lion. Comoron, il est petit. Ce n'est pas Comoron. C'est la data indienne. Le héron pourpré. Nous accostons à proximité d'une ferme. On nous explique que la prolifération des éléphants sauvages oblige les fermiers à monter la garde de nuit pour les effaroucher. Ils veillent ainsi en se relayant dans ces cabanes perchées, en chantant toute la nuit pour écarter les pachydermes. Apparemment, celui-là a fait des heures de nuit. Et comme d'habitude, et malgré la bonne volonté de nos rameurs, nous n'éviterons pas la pluie tropicale quotidienne. Allez, pour nous remettre de nos émotions, 45 minutes de massage aux huiles essentielles, ça va nous faire du bien. Départ matinal et sous la pluie vers le célèbre rocher forteresse de Sigiriya. Alors il paraît qu'il reste quelques crocodiles dans cette douve. La visite commence par la traversée des vestiges de la ville et des maisons qui entouraient la base du rocher autrefois. Ces constructions de bois ont disparu depuis longtemps, mais on peut toujours voir leurs fondations. Sigiriya fut une éphémère capitale du Sri Lanka vers l'an 400 environ de notre ère, et son installation fut décidée par le prince Kasayapa, qui avait assassiné son père pour s'emparer du trône et qui redoutait la vengeance de son frère dont il avait pris la couronne. Sur le sommet, les 200 mètres. 200 mètres. Les mers et jusqu'à sur le sommet, environ les 350 mètres. Voilà. Regardez, c'est là les rochers, les formes comme un lion. Regardez sur à gauche. Du côté d'à gauche, on voit pour les têtes de lion. Regardez sur à droite, côté, et là derrière. On voit pour les lions et les fauchés. Le prince Kasayapa rechercha un site inexpugnable pour se construire un palais où il serait en sécurité. Voilà, la pluie du jour. Aujourd'hui, nous avons tous les choses à l'extérieur.
À mi-hauteur de l'ascension vers le palais, un petit escalier en fer en colimaçon permet d'atteindre une sorte de grotte où l'on découvre les fameuses fresques des demoiselles des nuages. Celles-ci représentent sans doute des dames de la cour. Elles sont représentées dans des poses gracieuses, richement parées de bijoux et cueillant des brassées de fleurs. On estime qu'autrefois, elles devaient être des centaines à décorer les murs d'accès au palais. Mais les intempéries et les dégradations humaines n'en ont laissé qu'une quarantaine, aujourd'hui précieusement protégées. 20e siècle. 1600, oui. Combien c'est ça? 1600 ans. Parce que... Là-bas, il y a une Continuant l'ascension, on parvient à une large esplanade où on remarque deux énormes pattes de lion entre lesquelles s'ébauche l'amorce d'un escalier qui mène vers le sommet du rocher. Il s'agit de l'ancienne entrée officielle du palais royal. Bon, on aurait pu prendre les anciens escaliers. Enfin, je pense qu'on va rester sur les plus modernes. De la plateforme sommitale, on aurait pu découvrir un panorama gigantesque à 360 degrés sur la plaine environnante. Les vestiges du palais se composent de piscines et de bases de bâtiments, mais on peut aussi admirer un trône royal taillé dans le rocher et parfaitement conservé. On le voit pas tout. Trop tard. C'est la grotte qu'ils utilisent pour le roi, pour le repos. D'eau que d'eau que d'eau. Et nous voilà déjà repartis vers le monastère de Mediri-Giriya, qui remonte au 7e siècle de notre ère. Isolé dans un paysage boisé et paisible, ce sanctuaire rond est l'un des mieux conservés du pays. Édifié sur un tertre qui le met particulièrement en valeur, il dresse toujours vers le ciel les 32 colonnes de pierre qui supportaient autrefois le toit du temple. Tout autour, on peut voir les vestiges d'autres bâtiments, ainsi que les très élégantes statues du Bouddha en drapés délicats. La légende prétend que les anciens rois du Sri Lanka faisaient de fréquents pèlerinages dans ce monastère, dont la visite n'est pas très longue mais très émouvante. Kedo, puis à une trentaine de kilomètres de là, nous rejoignons le site Polonnaruwa, seconde capitale du Sri Lanka qui fut construite entre les 10e et 13e siècles de notre ère. Les monuments de Polonnaruwa sont moins imposants, mais sont mieux conservés et surtout ils témoignent de la période d'apogée du royaume singalais. C'est pas palais de roi. Et donc ils descendent ici pour les bains. Quelqu'un qui va après l'entrée, quelqu'un qui va prendre la photo de salle de conférence. Regardez là-bas, ça ici. Et aussi on a vu hier balustrade. Voilà, on a vu hier aussi, c'est dans les langues conviées. Regardez, c'est la tête, c'est la dans un éléphant. La salle d'audience comporte une remarquable frise figurant des éléphants sur laquelle chaque animal est représenté dans une position différente. Le palais royal consistait en un édifice somptueux mesurant 31 mètres par 13 qui aurait comporté 7 étages. Les murs de 3 mètres d'épaisseur sont percés de trous qui recevaient les poutres de soutènement de 2 étages. S'il existait 4 étages supplémentaires, ceux-ci devaient être en bois. Le toit de cet édifice de 30 pièces reposait sur 30 piliers. La terrasse de la relique de la dent du Bouddha comprend une douzaine de monuments. La chambre des reliques est l'un des édifices les plus anciens et les plus beaux de Polonnaruwa. La Tadage, bâtie dit-on en 60 jours, remarquable pour sa pierre de lune exceptionnelle, encadrée par des gardiens bien préservés. Ce temple abrita pendant longtemps la dent du Bouddha. 6 jours pour la consulter la maison. Le Kiri Vihara. Ce dagoba de lait, construit par Parakrana Bahu pour son épouse, se révèle être le seul du site resté dans son état original.
Enfin, certainement le monument le plus étonnant de Polonnaruva avec ses 4 statues taillées dans la paroi de granit, d'où son nom de sanctuaire du roc. Il s'agit d'un ensemble rupestre constitué d'un temple-caverne et de 4 sculptures taillées dans le granit. La plus impressionnante est ce grand Bouddha de 15 mètres de long, représenté étendu sur le flanc droit, le visage empreint d'une sérénité souriante. Une œuvre parfaite. Le Bouddha est mort puisque ses pieds sont légèrement décalés l'un par rapport à l'autre. À côté se trouve un Bouddha debout, dans une posture inhabituelle. Ses bras sont croisés sur sa poitrine, signe de reconnaissance et de gratitude. À gauche, un autre Bouddha assis, de grande taille, en méditation, adossé à la paroi rocheuse. Enfin, la journée se terminera par la visite de quelques artisans du bois ou du batik. Et pour terminer cette journée, quel temps fait-il? Comme d'habitude, il pleut, que d'eau. Départ pour le site de Dambulla, classé par l'UNESCO au patrimoine mondial de l'humanité. Il ne s'agit pas d'une ville antique, mais d'un précieux monastère constitué de grottes bouddhiques décorées de fresques et de statues. Encore de nos jours, Dambulla est un centre de pèlerinage et de méditation. En témoigne la gigantesque statue dorée de Bouddha, un peu kitsch, construite récemment au pied de la colline. On emprunte l'escalier qui mène vers les grottes. Une terrasse dominant un paysage magnifique s'ouvre au pied d'une énorme falaise dans laquelle les grottes ont été aménagées. Un pavillon de style kandien au toit de tuiles marque l'entrée de l'esplanade sacrée. Des pavillons à colonnettes plaqués contre la paroi donnent accès aux 5 principales anfractuosités rocheuses. On pénètre alors dans la pénombre où se dressent des centaines de statues du Bouddha ou d'autres divinités, ainsi que des images des anciens rois du Sri Lanka. Les voûtes et les murs sont entièrement peints de fresques magnifiques, dont certaines très anciennes remontent aux premières périodes d'occupation du site. Les parfums des fleurs et de l'encens emplissent l'atmosphère de ce lieu d'une ambiance fascinante et mystérieuse. Après une courte étape, un autre site archéologique, le temple de Nalanda. Il s'agit d'un temple hindouiste construit par des populations tamoules vers le 8e siècle de notre ère. Ce bâtiment est un rescapé puisqu'il a dû être démonté et reconstruit pierre par pierre sur un nouveau site afin d'échapper à la montée des eaux du lac de barrage voisin. Il est le seul du Sri Lanka à montrer des sculptures à caractère érotique. Que d'eau. Parvenu à Matal, la pause déjeuner aura lieu dans un jardin d'épices sans grand intérêt. Le temps n'est pas propice à la visite et seul le massage sera fort apprécié, l'objectif étant la vente des produits à base de plantes, mais avec des prix pour des touristes américains. En début de soirée à Kandy, nous assistons à une représentation de danse royale de Kandy. Celui-ci nous plonge au cœur des anciennes cultures de l'île à travers des musiques traditionnelles, des postures étranges. Bon,
Enfin, spectacle folklorique qu'ils ont dit. Allez, on dira spectacle de cirque. La nuit passée dans ce superbe hôtel suisse, et après avoir fait chauffer un peu la carte bleue avec les pierres précieuses, nous nous dirigeons maintenant vers le site de Pinavela, le célèbre orphelinat des éléphants. Conscient de la disparition progressive de la population d'éléphants dans l'île, le gouvernement du Sri Lanka a créé un conservatoire pour enrayer la baisse de population des pachydermes. Un personnel spécialisé fut chargé de rechercher les animaux adultes malades ou maltraités, ainsi que des éléphantaux orphelins pour les installer dans un vaste parc. Le sanctuaire abrite aujourd'hui une population d'environ une centaine d'éléphants en liberté. Les autorités du parc assurent la nourriture du troupeau adulte, tandis que les bébés sont pris en charge par des personnes qualifiées. Non loin du centre coule une rivière, qui, 2 fois par jour, permet aux animaux d'aller prendre leur bain. Regardez, c'est les 2 éléphants qui descendent, c'est là-bas, pour le biberon. 5 fois par jour, les éléphantaux reçoivent 7 litres de lait de vache. Alors, quelques informations sur les éléphants. Ça vit 90 ans, ça pèse entre 5 et 6 tonnes, il mange par jour 250 kg de feuilles et boit environ 150 litres d'eau. Il a 3 ou 4 bébés dans sa vie, la gestation dure 22 mois et il allait pendant 2 ans. Il n'a que 4 dents. Et une dent pèse 5 kg. Avec ses 5 kg de cerveau, il a une bonne mémoire. Il voit très mal, mais il entend très très bien. Retour vers Kandy avec étape au fameux jardin botanique de Peradeniya, aménagé dans une boucle du fleuve Mahabeli. Il est réputé comme étant l'un des plus beaux du monde. Au cours d'une agréable balade, on admire les allées de palmiers royaux, de superbes massifs de fleurs et des arbres étranges, aux formes et aux couleurs parfois invraisemblables. Regardez ça ici, le bambou s'appelle bambou grand. Mais ça pousse par jour 30 cm. Et après, il vient 30-40 mètres. Et après, il casse tout seul. Regardez, c'est là-bas. Le moment préféré n'est autre que l'époustouflante serre des orchidées où certaines variétés figurent parmi les plus rares de la planète. En fin d'après-midi, visite du grand temple de la dent du Bouddha, l'un des plus sacrés de toute l'Asie. Dans une ambiance envoûtante, au son des flûtes et des tambours, nous assisterons
aux cérémonies qui marquent la fermeture officielle des portes du sanctuaire. Après une seconde nuit à l'hôtel suisse, un petit tour sur les hauteurs de Candie qui nous permet de vérifier qu'on est bien gardé. Nous voilà partis pour la région des plantations de thé. Nous allons découvrir le cœur de l'île et ses montagnes, aux déclivités parfois très importantes. En prenant de l'altitude, paysages et végétation changent. Les rizières en terrasse laissent la place aux alignements impeccables des plants de thé, qui transforment et façonnent les montagnes au point d'évoquer un immense jardin. Le long de l'itinéraire, on rencontre les femmes cueillant les feuilles dans les plantations. La traversée des villages est prétexte à flânerie. Les Cingalais n'affectionnant pas le climat froid des régions d'altitude, les Britanniques du XIXe siècle firent venir des populations tamoules de l'Inde du Sud pour travailler dans les plantations. Leurs descendants travaillent toujours dans cette région et l'exploitation de l'or vert. Ah, voilà la pluie du jour, que d'eau, que d'eau. Nous faisons étape dans la Tea Factory de Bluefield. La visite nous permet d'observer la transformation et le conditionnement des feuilles de thé. Que d'eau, nous continuons en direction de Nuvara Eliya, petite cité à environ 2000 mètres d'altitude, au fort héritage britannique. À notre arrivée, on fait un petit tour en ville pour voir les bâtiments les plus emblématiques, notamment la poste aux allures de cottage anglais, qui est presque caricatural. Après un déjeuner au mythique restaurant du Grand Hôtel, transfert à la gare de Danu Oya. À bord du célèbre train du thé, on parcourt le tronçon le plus spectaculaire de cette ligne ferroviaire de légende qui alterne tunnel et viaduc.
Depuis les fenêtres du train, on contemple de magnifiques panoramas sur les montagnes et les plantations. Malheureusement, que d'eau, le temps n'est pas propice à la visibilité. Tiens, quelqu'un que je connais là. Nous nous installons au charmant Bandaravela Hotel de style colonial britannique. Départ vers le sud de l'île. Nous atteignons le site de Ella où une gigantesque faille dans la montagne ouvre le passage vers les régions méridionales de l'île. De là, le regard embrasse un immense panorama vers l'océan Indien. Un petit arrêt aux magnifiques chutes d'eau de Ravana qui dévalent de la montagne sur plus d'une centaine de mètres. Puis nous gagnons alors le site archéologique de Buduruvagala. Rapide, voilà. Il n'attend pas. Je sais pas, dans le temps. Il nage. Voilà. Au fond de la vallée se dresse une énorme falaise dans laquelle sont sculptées de grandes représentations du Bouddha. La plus haute atteint environ 12 mètres. Une halte au marché d'un petit village voisin nous montre, s'il en était encore besoin, la gentillesse et la convivialité des Sri Lankais. Encore, je sais pas pourquoi il est pas sec leur tabac. C'est du tabac, hein. Après une petite pause à l'hôtel Safari, nous voilà partis en 4x4 pour le parc national de Yala, au sud de l'île. En bordure du littoral, dans une région boisée, agrémentée de marais et d'étangs, ce parc a été aménagé pour préserver la faune endémique du Sri Lanka. Il est fréquent d'y observer un grand nombre d'éléphants, de daims par hordes entières, de sangliers en groupe important ou de crocodiles dont certains atteignent une taille respectable. Les oiseaux sont innombrables. Mais la vedette du parc est bien entendu le léopard qu'il est rare de pouvoir observer. Mais avec un peu de chance. Et la chance la voilà. Allez, on va se remettre de nos émotions. En direction de Digvela, nous allons visiter les temples de Kataragama. Si le site est officiellement hindouiste, c'est le côté écuménique de l'endroit qui surprend le visiteur.
En effet, à côté du sanctuaire principal aux portes d'argent consacré à Shiva, se dressent dans un désordre troublant les temples bouddhistes, une mosquée et même une église catholique. De petite dimension, les bâtiments n'impressionnent pas par leurs proportions, mais ils se dégagent de l'ensemble un charme particulier en raison des grands arbres qui bordent la jolie rivière dans laquelle les pèlerins se plongent pour se purifier. Voilà, tu peux aller là-bas pour la prospérité, Tu sais voir les dingues? Voilà, regardez, c'est là-bas il y a les dunes. Après les dunes, c'est là-bas il y avait les mers, l'océan Indien. À notre arrivée à Digvilla, nous nous rendons au temple local, assez récent, qui a la particularité d'être dominé par le plus grand Bouddha du Sri Lanka. Celui-ci atteint une hauteur de près de 35 mètres et on l'aperçoit de loin. Si la statue géante n'est pas très originale en dehors de ses proportions, il ne faut surtout pas manquer la visite de la chapelle voisine. On y découvre une étonnante assemblée de statues au style réaliste assez kitsch, peintes aux couleurs violentes représentant des scènes de la vie du Bouddha. Petite fin d'après-midi dans cette superbe piscine d'eau de mer. Mais comme d'habitude, que d'eau, alors autant être dedans. Départ pour Galet, quelques belles vues sur l'océan Indien et quelques vues sur les pêcheurs sur chasse qui sont là pour les photographes et pour les touristes. Nous voici à Galet, qui reste une ville particulière au Sri Lanka puisqu'elle est entièrement ceinturée par des remparts construits au fil des siècles par les navigateurs occidentaux. Son port était une escale importante sur la route maritime conduisant en Extrême-Orient et permettant le commerce avec la Chine. Galet atteste donc du passage des premiers navigateurs portugais qui s'installèrent ici au XVIe siècle avant d'être remplacés par les Hollandais de la Compagnie des Indes, eux-mêmes chassés par les Anglais au début du XIXe siècle. Bien à l'abri des murailles, s'alignent le long de ruelles, des maisons et constructions de styles différents qui témoignent du passage de tous ces étrangers. Si l'empreinte portugaise est assez discrète en dehors des remparts, celle des Hollandais est plus évidente dans les maisons à pignons dignes des vieux quartiers d'Amsterdam. Il faut quand même imaginer que le tsunami est venu buter sur ce rempart et heureusement ça a arrêté la vague, mais ça n'a pas empêché l'eau de déborder et de remplir la ville jusqu'à 5 mètres de hauteur et sans détruire.
Que d'eau, que d'eau, que d'eau, et notre dernière visite sera pour la ferme des tortues. Les spécialistes des tortues recueillent les œufs pondus par les femelles sur les plages voisines. La collecte terminée, ils enterrent ces œufs dans le sable, dans une zone sécurisée, et attendent leur éclosion. À la naissance, les jeunes tortues séjournent 3 jours dans des bassins d'eau de mer pour accueillir des forces avant d'être relâchées et de gagner la mer libre. Et pour clore ce circuit, que d'eau. Mais consolation, nous allons maintenant passer 2 jours dans un superbe hôtel 5 étoiles à Ouaduva, plage de rêve et cocotiers. Bon, alors là, je vous raconte pas, c'est le rêve. Allez, je vous laisse quand même regarder. Ah oui, il est encore loin, hein. Doing what I should, and it's all good. You can blame me cause I'm all hood. Finger trigger, call me young, skill, even the pants go down. Be caution, I'm a Billy, you silly. Ain't gonna stay a long way. Baby, don't stress, it's gonna be okay. තිස්සේ මම දැන් රිම් එකේ ටැක්සි යූ මගේ ක්‍රෙඩිට් කාඩ් දැන් කැලේ ප්‍රෙෂර් එකේ යන්නේ no parking ඇඳුම් ටිකත් හෙඩෙනිම විතර ඉතුරු වුණේ Comme tout a une fin, départ vers Colombo pour un rapide tour de ville.
are welcome to Sri Lanka. In Sri Lanka. One more. This is Sri Lanka. People here and far love to come to Sri Lanka. Look around, everything's fine. Et enfin, nous aurons un dîner d'adieu au fameux Galface Hotel, imposant bâtiment d'époque coloniale, dont l'inauguration remonte à 1856, ce qui en fait l'un des plus anciens hôtels d'Asie, et qui, grâce à une rénovation récente, garde encore tout son prestige tout en préservant une atmosphère rétro charmante. You are welcome to Sri Lanka. In Sri Lanka. Merci à nos compagnons de voyage pour leur bonne humeur constante malgré un temps plus que déroutant, mais surtout un énorme merci à Céla, notre accompagnateur, à Pereira et à Peter, nos chauffeurs, pour leur accueil sympathique, généreux, souriant et pour leurs compétences. Grâce à eux, on a réussi à garder le sourire malgré les éléments